Voilà. On se retrouve avec 4 de nos réalisatrices, réalisateurs d'hier soir. Maïmouna Doucouré, elle arrivera un petit peu. Voilà, elle nous rattrapera en cours. Euh, Vous avez vu nous avions intitulé cet échange Émergence et diversité, où on en est, c'est-à-dire qu'à travers vos expériences respectives, qu'on puisse, voilà, c'est l'occasion parce que c'est un anniversaire, les 10 ans, et donc de voir un petit peu sur les questions qui nous ont agités et qui ont présidé à la création de ce dispositif. Et cette question d'émergence, diversité, c'est des mots qu'il faudra définir, enfin, dont chacun peut avoir un petit peu une définition. Mais comme je le disais hier, comment accompagner toutes celles et tous ceux qui ont des velléités de faire du cinéma, mais qui ne sont pas du milieu, qui n'y ont pas eu accès pour plein de raisons, et, et qui font par eux-mêmes de manière diverse, variée, avec les moyens du numérique sans doute qu'on peut estimer que que ça apporte des moyens supplémentaires pour faire des images, pour faire ses propres films. C'est aussi un constat que nous, on a pu faire au niveau de la programmation d'un festival comme celui de Jindou. Vous connaissez, et me permets de les citer parce qu'on se connaît bien, ce sont des amis, mais pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, Karine May et Hakim Zouani, quand ils sont venus présenter leur premier film à Jindou, Rue des Cités, c'était un film d'1h05 en termes de production, enfin en termes de trajectoire, d'itinéraire, c'était un ovni. Ce film était un film qu'ils ont créé, qu'ils ont tourné pendant des années, complètement en autoproduction. Il avait été sélectionné à l'Acide à Cannes, et c'est comme ça qu'on les a connus. Donc on peut considérer voilà, que Karine et Hakim sont très représentatifs de cette génération. Je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais en tout cas de gens qui se sont faits tout seuls, de milieux sociaux qui ne sont pas les plus nombreux dans le milieu du cinéma. C'était ça aussi la question qui se pose. Est-ce que le cinéma français était-il, en tout cas c'est une question qui taraude depuis longtemps, sur uniformité, diversité du cinéma. Est-ce que le cinéma est le reflet de la société que nous sommes? C'était ça aussi la préoccupation. Et encore une fois, quand je repense à Rue des Cités, bien oui, nous, on ne savait pas du tout, voilà, une réalisatrice, un réalisateur non identifiés, et en même temps qui nous font beaucoup de bien, parce ils ont beaucoup de choses à nous dire, ils ont beaucoup de choses à nous transmettre, et donc bien entendu, euh, que plein d'autres méritent d'être accompagnés pour aller plus loin. On en a besoin. C'était ça. Voilà, c'était ça un petit peu l'idée de départ. Diversité, émergence au sens voilà, d'accéder au métier. Encore une fois, tout ça, on n'est pas les seuls, bien entendu, loin s'en faut. Et les institutions, et par exemple un dispositif qui s'appelle Talent en cours, mais on pourrait certainement en citer d'autres. Et depuis, dispositif à la FEMIS, dispositif ou école, nouvelle école, comme celle de l'école de la Cinéfabrique. Je vous ai présenté hier soir Tommy Baron, qui travaille maintenant avec nous à Jindou pour suivre nos résidences. Tommy fait partie des première génération d'étudiants qui sont sortis de la Cinéfabrique à Lyon. Peut-être qu'il pourra en dire deux mots. Voilà, donc c'était l'occasion de voir un peu où on en était euh, sur ce front-là, disons-le comme ça, à travers vos expériences respectives. Et pour preuve que le chemin est long, vraiment pas une route toute tracée, c'est que, je l'ai rappelé, vous êtes tous passés par la ruche, alors à des années différentes. Alors ça c'est le hasard, mais toutes les deux la même année en 2014 et tous les deux en 2018. Voilà l'échange qu'on vous propose et qu'on va aussi en quelque sorte co-animer avec Marie Rosler-Ruiz qui a réalisé Lothar 1999, puisque Marie, toi tu viens aussi
avec ta casquette de la SRF. Voilà, tu es membre de la Société des réalisatrices et réalisateurs français. Tu vas peut-être nous dire plus précisément ce que c'est, puisque tu m'avais contacté au printemps dernier pour me dire que la SRF avait le souhait de, voilà, de développer un travail dans les festivals, sur tout le territoire, pour faire mieux connaître par le biais de débats, de tables rondes, les préoccupations, les enjeux qui se posent voilà, pour les auteurs, réalisateurs. Oui, en effet, bah, du coup, la SRF, donc c'est la Société des réalisateurs de films et réalisatrices de films, réalisateurs et réalisatrices. Et du coup, qui, par le biais de ses adhérents, c'est une association, organise des discussions, des ateliers dans différents endroits. Et l'objectif des ateliers en région, c'est que ça sorte, un peu comme le fait de fabriquer des films, ça sorte de Paris et de ses arcanes. Et, euh, et du coup, il y avait l'idée à travers et les films qui ont été présentés hier, et puis ensuite en élargissant avec d'autres auteurs, autrices et réalisatrices qui sont dans la salle et qui ont participé à la ruche ces dernières années, aussi de se questionner sur les difficultés ou les ou parfois les appuis dans la professionnalisation pour les personnes autodidactes et tout ce que ça peut vouloir dire dans les parcours de chacun. Et donc, après, à partir d'une discussion d'abord autour des films, on pourra échanger là-dessus. Et l'idée de ces discussions, c'est qu'elles soient très j'ai le transversal et que du coup les questions puissent venir beaucoup aussi de vous qui êtes là et de ce que ça veut dire pour vous et de tout ça. Et on peut le préciser que la SRF, c'est la sélection de la quinzaine. Vous devez avoir entendu ça, la quinzaine des réalisateurs. Je crois que maintenant c'est quinzaine des cinéastes. Oui, tout à C'est fait. ça. Des sélections très importantes du Festival de Cannes. Ou plus proche de nous, la SRF est également organisatrice des rencontres du moyen métrage de Brive. Donc ça, c'est plus proche, mais c'est devenu aussi une manifestation importante. C'est aussi la SRF. Mais bien sûr qu'on va en profiter aussi voilà, de votre présence pour parler des films, parce que vous avez sans doute aussi des choses à dire sur des films qu'on a vu hier soir. Alors, peut-être qu'on commence par Séverine, puisque tu es. Et Séverine, donc, tu vas nous dire un petit peu toi, ton, ton parcours. On s'est vu en 2014. Tu as travaillé sur un scénario qui est devenu, disons-le, alors évidemment, ça c'est un grand raccourci, mais c'est dans ce raccourci-là que tu vas nous expliquer un petit peu les enjeux qui ont été les tiens. Mais on a écrit ensemble en 2014, et puis on a bien entendu on n'est pas resté sans nouvelles, mais je dois reconnaître que quand tu nous as envoyé ce film l'hiver dernier, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas échangé. Donc je t'avais pas oublié, mais je sais pas très bien, je sais où tu en étais. Alors voilà, je te passe la parole pour nous raconter toi un petit peu ton vécu de création, comment tu es arrivé à la ruche, ce que tu en attendais peut-être, et puis alors juste une dernière chose après, parce que en fait, je me suis aperçu tout à l'heure là en échangeant, on m'a reposé la question, mais la ruche, ça fonctionne comment? Je leur ai dit très très vite, comme ça on a surtout toutes les pièces du puzzle. Donc c'est un appel national. Chaque année, on accompagne 8 auteurs-autrices qui commencent une session de résidence là au moment du festival de Jindou, 8 jours, plus 5 jours à Bordeaux au mois d'octobre, plus 5 jours à Lyon, donc 10 jours, 18 jours d'écriture. Entre-temps, donc, il y a l'idée d'un suivi sur le long cours. Et puis tout ça, ça va nous mener au mois de janvier, où on enverra un dossier à des producteurs, un dossier constitué d'un scénario, sans doute d'une note d'intention. Et voilà, celles et ceux qui travaillent avec nous là, dans la promo 2023 donc, rencontreront à peu près une dizaine de productions durant toute une journée. Donc, on prendront le temps de parler des projets. Voilà la proposition qu'on fait avec la ruche. À toi, Séverine. Coucou tout le monde. Alors du coup, je suis donc arrivée à la ruche avec un sujet qui m'obsédait vraiment depuis très très longtemps. Il fallait
Enfin oui, ça me préoccupait énormément et j'avais vraiment envie de mettre ça en forme. Je savais pas, quelle forme, artistique ça pouvait prendre, mais il se trouve que enfin voilà, du coup, je suis venue avec, cette idée-là d'une famille, dysfonctionnelle, avec, donc un membre qui a un syndrome de Diogène et de ce que ça peut, de ce qui peut se passer ou ne pas se passer au sein de la cellule familiale à cause de ce trouble. Donc toutes les conséquences un peu, puisque dans des environnements comme ça, c'est assez difficile de faire, du lien affectif et cetera. Il y a pas d'intimité, il y a pas non plus d'endroit où être ensemble. Donc je sais pas pourquoi naturellement je suis allée vers la fiction. Peut-être parce que j'avais même pas conscience que le documentaire aussi était possible. Donc il fallait écrire une histoire, donc j'ai essayé d'écrire cette histoire. Et je te coupe juste, Séverine. Quand tu es arrivée à la ruche, toi, redis-moi, tu faisais quoi? Alors à cette époque, j'étais au RSA. Donc et je cherchais un peu quoi faire de ma vie, Tu voilà. avais fait des études, J'avais fait des études, artistiques. J'avais donc étudié le théâtre au Conservatoire de Bruxelles, qui a suivi d'une énorme dépression parce que parfois, les études artistiques, bon, c'est comme ça. Bon, moi, ça m'a pas réussi, ça a amené des choses, ça en a enlevé d'autres aussi et donc là, j'étais dans ce truc-là où j'en sortais un petit peu et où du coup, ben, il fallait trouver quelque chose à faire, de sa vie et donc j'en étais là. Voilà, donc du coup, je suis arrivée avec cette idée d'histoire donc que j'ai essayé de développer pendant la ruche. Pour ma part, ça a été assez laborieux parce que même si j'adorais, le travail d'écriture et tout ça, c'est, mmh, il y avait quand même, une certaine, mise en forme, la contrainte du scénario, de l'écriture du scénario qui s'écrit pas tout à fait pareil, où j'ai appris justement que, c'était pas de la littérature, un scénario, c'était des faits et c'était raconter ce qu'on va voir à l'image. Mais du coup, ça «m'enlevait» entre guillemets à moi tout mon langage peut-être un peu plus littéraire ou quelque chose comme ça. Donc du coup, ça a été assez, laborieux, et puis à la fin de la résidence, complète, du coup, il y a cette rencontre au CNC où j'ai rencontré un producteur qui s'est montré très intéressé et qui m'a, du coup dit: «Moi, je suis très motivé de travailler, avec toi là-dessus» et à partir de là, j'ai réécrit vraiment pendant plusieurs mois le scénario, sans contrat, parce que je ne savais même pas, à l'époque non plus que c'était mieux d'avoir un contrat, et d'être payé pour faire ce genre de choses et puis finalement il m'a dit que ça ne l'intéressait plus. Pendant vraiment plusieurs mois, j'ai réécrit et du coup, ben, à partir de là, moi, il fallait quand même que je développe aussi, des choses concrètes dans ma vie, donc je suis passée tout à autre chose et puis, ben, j'ai construit d'autres choses. Et juste aussi, précision qui paraît, ouais, question matérielle, mais qui est pas sans importance. Toi, tu es où? Tu étais où? J'étais à Lille. Voilà. Voilà, j'étais à Lille. Oui, oui, j'étais pas à Paris ni dans le Lot. Voilà, j'étais à Lille. Et du coup, bah, moi, j'ai rebâti des choses pendant toutes ces années. Et puis, mais malgré tout, ce sujet était quand même présent, etc. Et du coup, en 2021, en novembre, donc on sortait de la période hardcore de la pandémie et tout ça, il y a un appel à projet Arte qui s'appelle Et pourtant elle tourne et qui propose à des femmes réalisatrices de réaliser un court métrage de 12 minutes sur un thème. Et le thème était besoin de personne. Voilà, donc du coup, là j'ai dit, eh bien, nous, allons-y, c'est parti. Et donc j'ai emprunté un appareil photo dont je ne sais même pas la marque à un ami et j'ai acheté pour l'occasion un H4, un Zoom H4. C'est donc un enregistreur qui coûte une centaine d'euros. Et puis je suis donc en gros, j'ai vu l'appel à projet en novembre. Moi, je pouvais y aller de par mon planning, du coup, seulement en hiver. Donc j'ai calé 5 jours en février pour aller donc chez ma mère où a eu lieu le tournage, puisqu'il s'agit de ma mère et de mon frère dans le film, et, et en ne leur disant pas pourquoi je venais. En me disant que c'était trop compliqué de leur expliquer par téléphone, qu'il valait mieux que je sois en présentiel et que je leur explique ma démarche. En amont de ça,
j'ai quand même réalisé une note d'intention. J'ai échangé aussi, ça m'a beaucoup aidé, avec 2 amies réalisatrices dans le Nord à qui j'ai demandé conseil pour faire une note d'intention, etc. Puisque j'avais jamais fait de documentaire ni vraiment de film à part des 48 heures du court-métrage ou voilà. Donc du coup, de savoir un peu comment il faut s'y prendre. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé de lire des notes d'intention, voir comment c'était foutu pour écrire la mienne et avoir quelque chose à me mettre, quelque chose enfin voilà quoi, une bonne matière quoi, quitte à en sortir après, mais ça je le savais pas non plus, mais quelque chose de rassurant en se disant j'ai des axes de travail. Et donc je suis partie ces 5 jours. Et donc j'ai expliqué, et au moment en fait de me retrouver devant ma mère et mon frère, je n'ai pas réussi à leur dire exactement le film que je voulais faire. Donc je leur ai menti. J'ai dit que ça parlait de ruralité, que de vivre de façon isolée. Et un truc très important, c'est que dans ma note d'intention, j'avais complètement évincé mon frère. Ma mère existait très peu. C'était vraiment moi et mon rapport à cette maison, etc. Et finalement, j'ai été très étonnée de leur réaction. Je voulais encore moins que ma mère mette mon frère dans le film parce que ma mère et mon frère ont une relation très compliquée, mais c'est important de le dire parce que du coup, il fallait vraiment que je fasse du tri. C'est marrant. Quoi qu'on fasse, on devient toujours comme ses parents. Mais donc du coup, il fallait vraiment pas que ça vienne dans l'histoire. Et finalement, mon frère a été le premier à réagir et à dire « Moi, j'ai des tas de choses à dire. Moi, je veux parler. » Et donc du coup, et ma mère, pareil, j'ai été assez surprise. Je pensais qu'elle voudrait pas du tout parler. Et en fait, si. Et donc là, en fait, il a fallu tout réécrire pour 3, en fait. Et puis même si je leur ai menti au début, on a assez vite quand même parlé de la maison et puis de plein d'autres choses que je n'aurais absolument pas soupçonnées, mais dont on n'aurait pas forcément pu parler non plus si j'avais pas quand même préparé tout ce boulot entre guillemets qui n'avait servi à rien et qui finalement m'a permis aussi de rebondir. Et donc voilà, 5 jours de tournage. Pareil aussi, à la base, il ne devait pas apparaître sur les images. Et j'avoue qu'au bout des 3 jours à avoir filmé vraiment sous tous les angles la maison, j'ai fini par dire est-ce que quand même vous accepteriez qu'on vous voit un petit peu, parce que fallait aussi voir l'humain dans ce décor-là très invivable, pour comprendre les déplacements, pour comprendre comment c'est de vivre là-dedans. Et suite à ça, après ces 5 jours, du coup, ça c'est pareil aussi, mais pour les interviews que j'ai menées avec eux, c'était un peu douloureux parce qu'il fallait au résultat qu'il reste que 12 minutes, alors qu'il a fallu les interviewer plus longtemps. Il a fallu 1 heure environ chacun, pas 1 heure d'affilée, mais une demi-heure par-ci, puis une demi-heure par-là, pour que la parole commence à se libérer, pour qu'on sorte de la parole je vais te dire ce que tu as envie d'entendre, et qu'on arrive à quelque chose où on commence à lâcher des choses un petit peu. J'étais protégée par mon Zoom, qui est vraiment devenu mon bouclier, grâce auquel du coup je pouvais ne pas pleurer en les écoutant parler, parce qu'ils ont dit des choses très belles et très poignantes. Donc j'étais protégée par ça. Et puis oui, la chanson à la fin, alors là ça c'est pareil, c'était un cadeau que ma mère m'a fait, puisque je ne savais pas du tout qu'elle allait se mettre à chanter la chanson en entier, enfin tout ça. Donc là on est là comme ça avec ce tsunami, et puis on est là, non, il y a le Zoom, je peux pas, il faut pas. Non. Et puis après, du coup, une fois que je suis rentrée, le montage, ça a été assez vite aussi, environ, je pense 8 jours environ, non, une dizaine de jours, voire un peu plus pour le montage, c'est-à-dire le dérochage, c'est-à-dire regarder de nouveau toutes les images, écouter toute la parole, trier la parole, et puis monter ça. Et en mai, le 15 mai, il fallait que ce soit envoyé. Donc voilà, c'était entre du coup la période de novembre où j'ai découvert l'existence de ce concours, puis février le tournage, et mai pour le rendu des copies.
Alors, vous avez peut-être des questions à poser à Séverine, des réactions sur ce film? La seule chose que je voudrais vous dire, c'est que je vous trouve vraiment très courageuse de mettre sa vie comme ça, devant tout le monde. Bravo et merci. Merci beaucoup, monsieur. Je Par contre, enfin, alors, à la base, c'était vraiment fait, parce que c'était très important pour moi de parler de ça, mais surtout aussi parce que le film a pu être montré, un petit peu, 3 ou 4 fois environ dans pas jamais comme à Jindou dans quelque chose d'aussi grand, mais le peu de fois où il a été montré, c'était justement après il y avait des discussions qui avaient lieu et je crois que dès la première fois où du coup je l'ai montré, j'ai compris que du coup bah après on pouvait discuter justement tous ensemble et que ça d'une certaine manière ça pouvait réparer aussi pas complètement mais que c'était déjà un pied vers réparer un petit peu des choses et tout ça et j'ai été très surprise justement parce que la première fois que je l'ai montré et quasiment à chaque fois, les gens sont assez touchés, souvent parce qu'en en fait, ils connaissent quelqu'un ou qu'ils ont un parent comme ça ou qu'ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un et que du coup, ben, ça leur parle pas mal. Et donc, ça a surtout, je pense, pour vocation, ce film, de justement après pouvoir en discuter et voilà quoi. Et de poser des mots sur tout ça quoi. Madame? J'avoue que je découvre le fait que c'est quelqu'un de votre famille, donc, hein, bon, votre mère, et que j'ai trouvé ça extrêmement, le film extrêmement poétique et pas d'hésitation dans l'image ni dans le montage. Je pensais que c'était quelqu'un qui était quand même très froid par rapport à ça, et je pense que vous avez une qualité professionnelle et une exigence qui fait que vous allez au-delà de vos émotions, quoi, hein. Bravo. Oh, mais ça, c'est parce que j'ai d'abord beaucoup pleuré pendant beaucoup d'années. Et puis j'ai fait beaucoup de tentatives infructueuses avant d'arriver à ce recul. Merci pour le film. Je me demandais juste, en fait, comment votre frère et votre mère ont réagi en voyant le film, si vous leur avez montré, et sinon pourquoi? Voilà. Alors oui, je leur ai montré. J'aimerais beaucoup vous dire que du coup, ça a été la réconciliation des deux Corées et que ça a été formidable et que on s'est pris dans les bras et on s'est dit qu'on s'aimait. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ils ont très très mal vécu. Ils n'ont pas du tout pu voir ce que moi j'avais mis dedans. Parce que quand on est bloqué, c'est extrêmement dur ben, d'avoir du recul et d'accepter qu'on porte un regard sur soi. Quoi. Donc non, malheureusement, ils ne l'ont pas bien pris. Peut-être qu'un jour, je l'espère, mais j'en attends pas grand-chose, mais qu'ils seront capables de le voir et de voir ce que je voulais y mettre dedans. Quoi. Est-ce que maintenant que vous avez fait le documentaire et que vous voyez que ça fait parler, ça aide, est-ce que vous avez envie de nouveau d'en faire une fiction? Ou est-ce que vous considérez que vous avez en fait bouclé la boucle et que voilà, vous avez plus d'autres choses pour le moment à dire sur ce sujet? Merci. Non, j'ai absolument pas envie d'en faire une fiction. Il devait, je pense, exister comme ça. Et il a vraiment trouvé, pour moi, il a trouvé son chemin. J'aurais jamais pensé qu'un truc qui m'avait tant travaillé pendant toutes ces années fasse 12 minutes, mais ça me suffit. Et maintenant, c'est rangé dans le bon tiroir et donc c'est bien. Bonjour, moi je me posais, effectivement, la question que vous avez posée à l'instant là sur, comment effectivement, ta famille a reçu, ce film et du coup je m'interrogeais sur la façon effectivement dont tu leur as présenté, ce projet parce que c'est vrai qu'en documentaire, il y a vraiment, cette chose tout d'un coup de s'installer dans l'intimité, dans le quotidien de personnages et quand tu as présenté, tout à l'heure, ta façon de préparer le film avec, les membres de ta famille qui sont les personnages du film, tu as dit: «J'ai pas pu en fait leur dire, ce que j'avais envie de faire avec eux et du coup je leur ai menti». Est-ce que tu peux un petit peu, juste approfondir, ce moment-là? Et comment en fait, tu fais ce chemin, de comment dire? En tout cas de Manipuler.
bah, en tout cas, de pas dire ce que toi, tu as en tant que parce qu'effectivement, c'est des gens de ta famille, mais à un moment donné, tu es réalisatrice et tu fais un film, donc il y a aussi un truc qui dépasse le cadre familial, comme tu parles de te protéger avec le Zoom, et cetera. Et ce qu'on se questionne beaucoup, en fait, sur comment on travaille avec des gens qui ne sont pas des comédiens, avec qui on fait un film, ce qu'on leur dit, ce qu'on leur dit pas, la transparence, et cetera. Il y a beaucoup de questions, en fait, même dans l'histoire du documentaire, par rapport à ce qu'on livre aux personnages, et du coup, quel est un peu eux aussi leur pouvoir et leur marge de manœuvre, en fait, quand ils acceptent qu'on les filme. Et du coup, ça m'a beaucoup interrogée de t'entendre dire ça, et je me demandais si tu pouvais peut-être un petit peu nous éclairer. Oui, d'autant plus que on dit souvent qu'il faut mettre en confiance. Alors du coup, moi dans la note d'intention du coup que j'avais écrit, donc c'était beaucoup plus centré sur moi, ça impliquait de filmer la maison. Et en fait, déjà, c'était pas possible de leur parler juste le mot syndrome de Diogène. Si j'avais dit ce mot magique, toutes les portes m'auraient été verrouillées. Parce que c'est du coup, ça reste un trouble quand même psy, d'une certaine manière, qui fait que qui implique aussi une énorme part de déni. Il n'y a pas de syndrome de Diogène chez les Diogènes, ils sont un peu bordéliques. Donc du coup, je savais que ça déjà, c'était pas possible. Parce que déjà, dire ce mot-là, ça veut dire je te juge, t'as ça. Donc du coup, ça, c'était pas possible. Du coup, j'ai vraiment dit ce truc-là, que j'avais envie de les interroger sur qu'est-ce que ça leur faisait de vivre ici, de façon isolée à la campagne, et à deux, dans cette maison. Et voilà quoi. Et du coup, comme mon frère le premier a dit à moi, ça me pèse, et il l'a pas dit parce que ma mère était là, mais j'ai senti que ça le pesait beaucoup et qu'on ne lui avait jamais en fait donné la parole entre guillemets sur ce qu'il éprouvait de vivre là, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui n'existe pas dans le sens où il n'a pas d'environnement social, personne lui demande comment il va. Donc là, il a dit, moi, je veux dire quelque chose là-dessus, effectivement. Il a d'ailleurs passé son temps, quand je l'interviewais, à dire mais qui ça va intéresser. Il n'y croyait pas du tout, ça n'intéresse personne ce que je suis en train de raconter. Et du coup, ma mère, je pense, voyant que mon frère avait envie de parler, a suivi aussi ce truc-là, où elle était d'accord de discuter avec moi sur sa vie quotidienne. Et c'est comme ça qu'en fait, au fur et à mesure, assez vite, en fait, on s'est mis à parler de la maison, parce que la maison est vraiment ce membre mort de la famille avec lequel on vit. Et donc, du coup, on ne peut pas parler de soi là-bas sans parler de ça, puisque c'est tellement présent et ça empêche tellement de choses que du coup, ça vient naturellement. Et du coup, et finalement, le film à aucun moment, je crois, déjà dit le mot syndrome de Diogène. On parle vraiment plus du coup du rapport que chacun a de vivre là-dedans et de sa situation et de son lien avec l'autre dans ce cadre-là. Ce qui fait qu'il y a quand même un compromis qui s'est fait entre moi, entre guillemets, et eux aussi, le fait du coup de pas les stigmatiser en disant voilà quoi. Vous comprenez? Séverine, est-ce que tu peux nous dire, moi, je pense que sur ce film, on aura encore sans doute de choses à échanger sur peut-être ce passage que tu as fait entre fiction et documentaire, et où personnellement, en t'écoutant, je me dis que le documentaire a constitué un geste finalement beaucoup plus libre
dans lequel tu as pu voilà, exprimer une vraie liberté, là où peut-être cette fiction, ce scénario, comme tu l'as dit, qui a ses contraintes d'écriture, bah voilà, te contraignait et même si le scénario était pas mal, il avait besoin d'être approfondi bien sûr, mais tu débouchais pas là où tu as trouvé effectivement ton expression dans ce film. Je reviens à ton parcours, à tes activités. Tu m'as dit il y a pas longtemps que bon, enfin, si j'ai compris que tu étais davantage aujourd'hui tourné vers la musique que vers le cinéma aujourd'hui. Oui, tout à fait. Après, du coup, j'ai l'impression que je commence à comprendre que finalement, ça me plaît vraiment beaucoup de pouvoir faire un peu différentes choses euh, euh, sans être spécialiste en fait. Donc du coup, c'est ça qui fait que c'est vrai que la musique, voilà, mais je suis absolument pas à l'abri du tout d'avoir envie de nouveau de faire un film. Je pense que ça va réarriver, mais je sais absolument pas quand. J'ai pas d'actu ni rien. Un jour, juste dans 10 ans, Sébastien va recevoir un lien en disant «Hé!» Non, non, non. Mais oui, du coup, c'est plutôt la musique. Merci Séverine. On va passer à Marie. Lothar, 1999. On va en parler un petit peu. Tu as travaillé ce projet. En fait, je dirais ce qui te distingue euh, par rapport aux camarades, c'est que toi, dans le temps qu'on t'a proposé, la vingtaine de jours d'écriture, tu as développé 2 projets. Et c'est ça, hein, en quelque sorte. Et il y en a un qui est devenu Le ciel est clair, que tu étais venu nous présenter ici et que tu as pu réaliser à la FEMIS dans le cadre d'un programme qui s'appelle La Résidence. Et peut-être qu'on en dira un mot, tu pourras en dire un mot, justement, puisque ça rejoint notre sujet de la ruche, notre sujet, voilà, des enjeux dont on parlait en début. Euh, et, et tu avais commencé à écrire aussi ce deuxième projet qui est devenu Lothar 1999. Alors peut-être que tu peux nous dire, toi, un petit peu ton itinéraire, la ruche, ensuite, ce qui s'est passé et jusqu'à ce film. Oui, alors en gros, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai commencé par vouloir être comédienne parce que je crois que c'est le seul truc que je voyais du cinéma, quoi, enfin, qui semblait, enfin, dont des gens, en fait, moi, j'ai grandi en banlieue parisienne dans un milieu qui n'a absolument rien à voir avec le cinéma, plutôt qu'on peut qualifier, je crois, de très précaire. Et, euh, et du coup, j'étais en sport-études parce que j'étais forte en athlétisme. Et en fait, mes profs d'EPS m'ont beaucoup parlé de cinéma parce qu'avec ma sœur, on aimait beaucoup regarder des films. Et en fait, c'est des personnes qui ont un peu, on n'était pas si doués que ça en athlétisme, donc ils nous ont un peu encouragés et à faire plutôt du cinéma. Et c'est des gens qui nous ont suivis. Bon, bref, c'est une anecdote, mais ça a quand même été important dans mon parcours parce que c'est des profs, comme j'étais en sport-études à partir de 11 ans, quoi, à partir de la 6e, ils nous ont accompagnés vraiment une grande partie de notre scolarité avec ma sœur. C'est toujours un peu lié parce qu'on est jumelles, donc voilà. Et, euh, et en gros, quand on a dit, moi j'ai vu Scarlett Johansson dans un film et elle avait à peu près mon âge et d'un film de Robert Redford. Et du coup, je me suis dit, ah bah il y a des gens qui ont mon âge et qui sont dans des films au cinéma et tout. Donc je me suis un peu intéressée au métier d'acteur, d'actrice. Et en fait, enfin, en tout cas, moi je trouve que quand on vient un peu de loin par rapport au cinéma, en tout cas moi à cette époque-là, il y avait un truc avec les acteurs, les actrices qui semblait plus clair sur ce qu'ils font, leur métier, parce que moi je lisais des magazines People par exemple et il y avait beaucoup d'acteurs qui parlaient des tournages de films et tout, donc c'était un peu plus clair quoi, et réalisateur, réalisatrice, ça n'existait juste pas dans mon paysage. Donc voilà, j'ai pris des cours du soir de théâtre à partir de mes 16 ans en bossant au McDo à côté du lycée et parce que ces profs nous avaient dit ouais mais peut-être que c'est possible en fait, enfin de manière un peu inconsciente même je pense. Et du coup moi après mon bac j'ai bossé plusieurs années, pardon je raconte ma vie mais plusieurs années à temps plein
comme vendeuse, caissière, hôtesse d'accueil beaucoup, pour prendre des cours du soir de théâtre payants, parce que je savais même pas que les conservatoires d'arrondissement, par exemple, existaient et que c'était gratuit. J'ai découvert après, ce qui était un peu bête. Et voilà, et en fait, ce truc avec le jeu, j'avais pas du tout d'outils. Enfin, c'était très comme ça, une envie comme ça, mais et donc ça a pas très bien marché. Enfin, j'ai joué dans des petits courts métrages par-ci par-là, et ça prenait pas. Et j'ai fait quelques pubs, mais c'était un peu nul. Et du coup, je lisais beaucoup et je regardais des films et je me disais mince, si c'est, enfin, ça va être chiant quoi si ça se passe comme ça. C'était globalement un échec et du coup j'ai commencé à écrire dans mon coin. En étant hôtesse d'accueil, j'avais pas mal de temps le matin, il y avait moins d'activités dans l'entreprise où j'étais, donc j'écrivais et je me suis dit peut-être réaliser des films quoi, parce qu'en jouant dans des trucs, du coup j'avais commencé à comprendre ce que c'était qu'un plateau et qui faisait quoi. Et je me dis ça m'intéresse aussi, pourquoi les gens font tel choix, pourquoi on place la caméra là, pas là. Parfois, enfin je me disais en direction d'acteur aussi, ça m'intéressait pas mal. Et donc voilà, j'ai commencé à me renseigner là-dessus. Et du coup là, j'ai vu des appels à projets sur Google, je recherchais des trucs et je suis tombée sur La Ruche. Je sais pas trop comment d'ailleurs, mais vraiment par pur hasard. Et un peu comme 15 autres trucs, voire 100 autres trucs, j'ai candidaté. Parce que je candidatais à tout ce qui était possible et je pense souvent d'une manière très maladroite. Donc il y a plein de trucs que j'ai pas fait parce que ma candidature correspondait pas du tout. Et à La Ruche, du coup j'ai été prise à La Ruche en 2014 et du coup je suis arrivée avec une envie d'un film qui était du coup Le ciel est clair. Et du coup, je suis arrivée avec beaucoup d'envie parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de faire des films, en fait, mine de rien, et que ça marchait pas du tout, que ce soit en termes de jeu ou de mise en scène. En fait, juste j'avais envie de cinéma, je crois. Et désolée pour le bébé. et et voilà. Et donc du coup, pardon, c'est très long. J'ai développé Le ciel est clair, et en fait, ça a avancé assez vite. Enfin, sur le moment, parce qu'après beaucoup moins. Et à la fin, en gros, j'avais une version de scénario et un potentiel producteur. Donc, avec Emmanuel, qui est encadré à ce moment-là, je crois que c'était avec Emmanuel. Emmanuel Laborie, ouais. Ouais. On s'est dit, moi j'avais une autre envie aussi qui me trottait en tête, et on a commencé à la toute fin de la résidence à discuter de ça, et donc à la fin j'avais un synopsis un peu de ce projet de film qui est devenu Lothar 1999, et voilà. Et ensuite c'est passé énormément de temps parce que moi j'ai fait La Ruche il y a 9 ans. Donc j'ai travaillé avec, pareil que toi, avec un producteur sur mon projet initial de La Ruche qui est Le ciel est clair. Et en fait, ce producteur avait l'air intéressé. Et puis, en fait, à un endroit, il a disparu, en fait, il me semble. Juste, il a plus répondu. Et puis, moi, j'avais signé un contrat et tout, donc je pensais que c'était lancé, que j'étais vraiment une réalisatrice, quoi, parce que j'avais un contrat et que j'allais faire un film et tout. Et puis en fait pas du tout. Et donc ensuite moi je suis retournée bosser en accueil, machin, etc. Et là pendant 3 ans j'ai recontinué à candidater à tous les appels à projets possibles, toute seule et avec ma sœur aussi qui avait cette envie de faire des films. On a pitché un projet en commun au Comedy Club, au Talent en cours au Comedy Club. Et voilà, et ensuite Alors, je me perds. non, pas du tout. C'est qu'effectivement, moi, je crois qu'on a bien. C'était important que tu rappelles effectivement ce désir très très fort de cinéma, parce que c'est celui qui te tient encore aujourd'hui dans cette adversité ou dans cette difficulté qui consiste certes, à écrire, à réfléchir son film, et en même temps, il faut gagner sa vie. Enfin, il faut pouvoir, il faut pouvoir avoir les moyens de cela. Et c'est un petit peu ce que tu nous expliques, que le projet qui est devenu Lothar, moi je me souvenais pas très bien comment vous aviez enclenché ce deuxième projet d'écriture à la résidence, mais visiblement tu avais un tel désir et des histoires à raconter,
et que c'est venu, là-dessus. Alors la Fémis, tu as fait ce programme qui a dû se créer juste après, qui s'appelle La Résidence. On en dit un mot parce que ça correspond à... Oui, alors et du coup, bon, bah, voilà, suite à tout ça, j'ai candidaté à la résidence de la Fémis, que j'ai intégrée en 2018 et la résidence, c'est une formation qui s'est créée à la Fémis, pour des, uniquement réalisateurs, réalisatrices, donc pas du tout les autres sections, qui peuvent exister à la Fémis. Et en gros, c'est pour des réalisatrices, autodidactes, qui, doivent justifier de venir, d'un milieu modeste et du coup, c'est un concours un peu différent et qui permet, à des personnes qui ont déjà réalisé quelque chose, en autodidacte. Ça peut être une toute petite chose. Moi, j'avais fait un mobile film festival, je crois, donc un film d'1 minute au téléphone portable, de, passer ce concours et d'intégrer, la Fémis, dans un cursus de réalisation. À l'époque, moi, quand je l'ai fait, c'était 1 an. Maintenant, c'est 2 ans et on est 4 et en fait, on a quelques mois comme ça de formation, pratique et théorique au scénario, à la mise en scène et ensuite on fait un film de fin d'études, sur ces quelques mois et ce qui permet aussi de faire cette formation, c'est qu'on est boursier, on est rémunéré pour la faire parce que moi, par exemple, sinon j'aurais pas du tout pu, faire ça et donc on a cette bourse, voilà, qui est pas mirobolante, mais en tout cas qui permet de survivre à Paris pendant les mois de la formation et de faire un film de fin d'études dans des super conditions parce que bah, c'est la Fémis. Donc, Et la voilà. Fémis, hein, tout le monde situe. La Ah Fémis, non, justement, c'est une là. école nationale de cinéma. Il y en a quelques-unes avec Louis Lumière et récemment la Cinéfabrique, je crois, qui sont des écoles publiques nationales de cinéma et qui, du coup, t'as pas de frais de scolarité, mais bon, comme c'est en 35 heures, etc., c'est toujours la même question, c'est que faut quand même pouvoir passer 4 ans dans une école sans travailler à temps plein. Et dont les concours sont très durs parce que beaucoup de gens veulent les faire et donc en fait il y a quand même un concours qui est très difficile et qui permet pas à tout le monde de rentrer dans cette école, ce qui fait que enfin, je parle au nom de Florence Offray qui a créé ce programme, enfin qui a co-créé ce programme, mais il y a ce truc qui fait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'intègrent pas la Fémis et un type de personnes euh, qui intègrent plus la Fémis, quoi, des gens qui ont fait des études supérieures, qui viennent de milieux socioculturels un peu plus élevés, quoi. Et donc ils ont créé ce programme un peu pour essayer de remédier à ça, je crois. Essayer d'ouvrir cette école qui est une école historique, hein, qui a des dizaines d'années d'existence. Hein. Voilà. Et du coup, j'ai fait donc à la résidence, là j'ai fait Le ciel éclair. Et du coup, le fait d'avoir fait ce film dans ce cadre-là, qui ensuite a été en festival un petit peu, et de rencontrer une productrice à ce moment-là, m'a permis ensuite de développer des projets dans un cadre plus professionnel, dont Lothar, qui du coup est arrivé, enfin est revenu après la résidence. J'avais vraiment envie de faire ce film qui me tenait à cœur, mais qui n'était pas faisable en fait, même dans le cadre de la résidence, parce que bah, tourner avec des enfants si jeunes, de nuit, etc., c'était quelque chose qui n'était pas tellement envisageable dans ce cadre-là. Donc on l'a tout de suite mis de côté à la résidence avec les personnes qui nous accompagnaient, ça semblait pas possible. Et j'y suis revenue après, j'en ai parlé à Margot, la productrice, qui m'a dit ça semble un peu infaisable, enfin de faire ça, enfin, mais qui était quand même partante pour essayer de le faire. Et voilà. Et ensuite j'ai écrit, réécrit, réécrit. Et c'était long parce que c'est un film. On est passé 3 fois en plénière au CNC, enfin en financement en fait. On était tout le temps en plénière partout, mais on l'avait jamais. Et on nous disait vraiment revenez parce que c'est passé à ça. Et ça passait vraiment toujours à ça. Et voilà, il y a un moment, enfin, je me suis même demandé si ce film existerait un jour. Et vraiment, heureusement qu'il y avait Margot qui m'a accompagnée parce qu'elle a pas lâché, quoi. Enfin, c'est vrai que pour le coup, l'accompagnement des producteurs dans ces cas-là,
c'est hyper précieux et je trouve que quand les parcours sont plus longs ou plus compliqués pour des films ou même des parcours de vie, avoir quelqu'un à côté qui croit avec soi, c'est quand même pas mal. Tu as donc eu les deux, je dirais les deux versions avec des guillemets de cette relation avec un producteur. Oui. La mauvaise expérience avec un producteur qui disparaît et, et l'autre qui te permet effectivement Oui. d'aboutir, de déboucher, et où on voit bien dans ton expérience à quel point c'est un travail d'endurance fou. On appelle Fou. la course à pied, quoi. Mais... Parce que je sais, on en a parlé, mais il y avait une autrice qui s'appelait Alem dans votre groupe, et bon, dont j'ai pas eu de nouvelles depuis longtemps, mais je me souviens que elle avait lâché, à force d'écriture et de réécriture, encore une fois, des scénarios qui étaient tout à fait sérieusement écrits, qui tenaient debout. Mais c'est tellement concurrentiel aussi, il faut le dire, qu'en effet, quand on le dépose à une commission, eh bien, il y en a plein d'autres de scénarios qui tiennent la route. Et donc, effectivement, ça ne passe pas, ça ne veut pas dire que le scénario est mauvais. Mais il faut garder la foi pour pouvoir continuer. Et toi, c'est l'exemple, je trouve, de ce film, Lothar 1999. Outre la difficulté de production, de réalisation, de mise en scène de ce film, moi, c'est vrai que sur le papier, cette histoire de tempête, j'étais un peu impressionné en me disant, mais comment elle va faire? Voilà. Non, bah oui, peut-être qu'on peut parler un peu du film aussi, mais en effet, c'est sûr qu'il y a, enfin, ça rejoint un peu ce que tu disais, mais pour tous ces trucs de rapport à la professionnalisation et tout, j'ai l'impression qu'il y a des appuis quand même qui jouent vachement. Et moi, si j'avais pas rencontré La Ruche, puis ensuite 3 ans plus tard les Talents en cours, puis la résidence de la Fémis, il est fort probable que même si j'avais très envie, bon, il se trouve que j'ai candidaté à chaque fois, enfin j'ai essayé d'y aller, mais si je m'étais pris des râteaux partout, ce qui était aussi possible, ce qui arrivait à plein de gens, peut-être qu'à un moment je me serais dit bon bah stop quoi. Ouais, les talents en cours, tu as dit talents en cours Comedy Club, je pense que tout le monde ne connaît pas le Comedy Club, c'est le théâtre de Jamel Debbouze, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une scène de stand-up au départ, je crois. Et en gros, Jamel Debbouze a créé avec Aurélie Cardin une association qui s'appelle Les Talents en cours au Comedy Club. Et on est nombreux de la ruche à être passés par les talents en cours et qui permet à des jeunes autoristes autodidactes de venir pitcher sur la scène du Comedy Club un premier ou deuxième projet de court-métrage et du coup d'inverser un peu le rapport de nous mettre en position de présenter un projet devant des gens qui cherchent des projets et du coup ça permet de, quand ça se passe bien, de faciliter des liens de rencontre avec des producteurs, des productrices, et ensuite de développer son film avec ces personnes. Non, je voulais juste intervenir par rapport à Talentcourt, parce que je suis également passée par ce dispositif qui est en effet incroyable, qui permet de mettre dans un même lieu des gens qui se cherchent, donc des producteurs et des réalisateurs. Et ce que je voulais dire, je voulais aussi énoncer le nom de Mourad Kertobi, qui est donc responsable du département court-métrage du CNC et qui est à la base l'initiateur de ce projet. Talentcourt Comedy Club. Et en fait, c'est une association entre le CNC et les Amis du Comedy Club, qui est l'association de Jamel Debbouze. Ah ok, je savais pas, pardon. Non, c'est pas grave, mais c'est juste ça. Alors, est-ce que vous avez sur le film, une ou deux questions? Malheureusement, ce sera toujours trop court hein, pour évoquer tout ce qu'on peut dire sur les films, mais quand même prendre 2 ou 3 questions. Bonjour, merci pour le film. Je te l'ai déjà dit hier, mais je l'ai trouvé vraiment, vraiment très, très réussi. Moi, j'ai une question sur le titre, par contre, du coup, parce que j'ai pas très bien compris le titre et le rapport avec ce que j'ai vu à l'écran. En fait, Lothar, la première partie, c'est le nom d'une des 2 tempêtes du 25 et du 26 décembre 1999 qui a eu lieu en France. Et du coup, c'est relié à ça.
même si j'avais la volonté que la date précise, le film se passe pas spécialement en 1999, mais disons qu'en tout cas, là, il y a quelque chose qui est volontairement un peu flou sur la période, parce que pour moi, ça fait référence à ça. Voilà, j'avais 7 ans et je me rappelle comment ça a un peu bousillé l'habitation dans laquelle j'étais à ce moment-là, moi, en tant que petite fille. Et du coup, ça fait référence à ça. Merci. Bonjour, merci pour le film, c'était très touchant. Justement, vous l'évoquiez là d'un point de vue technique, comment vous avez fait pour la tempête? Et ben en fait, pendant longtemps, on savait pas trop parce que ça dépendait beaucoup du budget du film. Et au final, on n'a pas eu, on a eu en gros une bourse de Cyclic, la région Centre, et puis Canal+. Et donc, ça a limité le budget du film parce qu'il aurait fallu plus au départ quand même avec les enfants et tout. Et donc en fait, on s'est rendu compte qu'il allait, pour que ce soit un peu réaliste et que ça coûte pas trop cher, à l'inverse de ce que moi je croyais, en fait, il fallait faire des effets visuels de plateau et pas de post-production. Et du coup, on a travaillé avec mon chef opérateur et la chef décoratrice du film à trouver un décor qui soit le plus proche possible de mon envie de départ pour avoir le moins de travail à faire derrière, et surtout un décor qui soit pas trop grand à hauteur d'enfant, pour avoir pas trop d'espace à intégrer dans la tempête. Et donc on a trouvé une maison qui était super, qu'on a encore resserré. On a recréé des murs, etc. pour que l'espace soit vraiment maîtrisé, parce qu'ensuite il fallait y mettre. Du coup, on a créé de la boue qu'on a mis dans la maison, et on a travaillé en fait après avec des rampes à pluie aux fenêtres, des machines à éclairs, et puis des souffleuses à vent. Voilà, du coup c'était un peu assez artisanal au final. Et en limitant l'espace, on n'avait pas besoin de trop de matériel, parce que tout ça, les rampes à pluie, les machines à éclair et tout, les ventilateurs, ça se chiffre vite financièrement. Donc en gros, on avait le droit, on pouvait les avoir pendant 2 jours, et une machine à éclair, 2 rampes à pluie, et puis un certain litre de boue, je me rappelle plus exactement. Et du coup, on a vraiment limité l'espace pour qu'il y ait qu'une seule fenêtre, qu'une seule ouverture, et que du coup tout ça puisse exister, avoir l'air crédible, sans que ça devienne gigantesque, et du coup de toute façon, ça allait dans le sens de mon envie de film, parce que l'idée c'était vraiment de vivre cette tempête à hauteur d'enfant et dans leur regard à eux, et pas du tout il y avait un peu une ligne par rapport à l'idée du film catastrophe, où là on aurait pu voir les choses en grand, etc. Et du coup finalement ces restrictions budgétaires allaient aussi dans le sens de moi, mon envie de mise en scène, qui était de voir les choses dans leur regard à eux, même la maison, de filmer cet espace vraiment à leur hauteur. Et donc du coup on avait quelques éléments comme ça qui devaient arriver, mais on a travaillé un peu sur une économie de moyens à cet endroit-là aussi. Et ça se conjugue avec aussi un important travail au niveau du son, bien sûr. Alors, on va pas pouvoir développer davantage sur le film, mais vraiment, je vous encourage. Bon, l'espace Agindou, il est fait pour ça, hein, pour que vous puissiez parler et prendre le temps de parler de vos films respectifs. On va passer le micro peut-être à Vibirson. Et alors, peut-être, je vais demander à Zangro, que vous avez aperçu hier, s'il est par là, de nous rejoindre quand il veut, parce que Zangro est le producteur du film de Vibirson. Vibirson, tu nous dis, toi tu as fait La Ruche en 2018, donc un tout petit peu après. Dis-nous un petit peu ton parcours par rapport à justement comment tu es arrivé à La Ruche. Hier tu nous as dit quelques mots aussi de ta timidité. Et non, mais c'est important parce que je crois que nous on passe beaucoup de temps avec les tuteurs, tutrices qui encadrent le travail d'écriture à essayer de mettre en confiance, à essayer d'avoir un discours qui soit vis-à-vis de vous le plus
à la fois encourageant et réaliste, autant que ce soit possible, dans un métier artistique, et qui plus est le cinéma, avec toutes les contraintes qu'on a déjà exposées, notamment les contraintes d'économie. Donc encourageant, il faut y croire. En même temps, faut être lucide. Et donc, il faut mettre en confiance. Et donc, on peut être effectivement très intimidé par cette question du cinéma. Vibi, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, je vais reprendre un peu plus tôt par rapport à la ruche. En fait, moi, quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais faire du cinéma, ils étaient étonnés, ils ne savaient même pas ce que c'était. Là, je travaille maintenant dans le casting, juste pour que vous puissiez comprendre. J'ai travaillé sur le casting du film Le Grand Bain. Et il y avait une avant-première au Grand Rex, j'ai pas pu y aller, d'ailleurs j'étais à la résidence. Je les avais envoyés et ils sont sortis de la salle, ils m'ont appelé, ils m'ont dit en fait, je crois que c'était un gros film. Il y avait plein de thés sur, sur les escaliers, tout ça, pour voir les acteurs. En fait, ils savaient pas, je pouvais pas leur expliquer qui était Guillaume Canet, Benoît Poulvorde, tout ce casting incroyable de ce film, quoi. Donc quand je leur ai annoncé, ils m'ont dit, en fait, ils étaient contre ça, quoi. Surtout, ils comprenaient pas. Moi, j'ai un peu tenu tête. Et au final, ils se sont dit, bon, il tient tête, laissons-le faire ce qu'il veut. Et à ce moment-là, donc un peu après, il y avait le casting du film Dipan qui a été lancé, de Jacques Audiard. Et je me suis un peu incrusté dans l'équipe casting. Je leur ai fait croire que j'avais envie de jouer, mais en fait, dès que je suis arrivé, je leur ai dit non, en fait, moi, ce que je veux faire, c'est de travailler derrière, d'écrire, de réaliser. Ils m'ont dit, bon, commence par ça, d'être avec nous, de nous aider à trouver des acteurs. Et en plus, c'était la communauté tamoule, c'est quelque chose qui était très loin de cette équipe, en fait, qui connaissait pas énormément de choses sur cette communauté. Donc, je les ai aidés à trouver des acteurs et tout ça. Après, on m'a souvent rappelé pour des castings où ils cherchaient des acteurs indiens, tamouls, sud-asiatiques. Et ensuite, à un moment donné, je travaillais sur le film Le Sens de la Fête et la directrice de casting avec qui je travaillais, elle m'a dit, mais en fait, qu'est-ce que tu veux faire réellement? Et je lui ai dit, moi j'ai envie d'écrire et réaliser, mais je ne sais pas trop quoi. Et elle m'a dit, parle de toi en fait, parle de tes histoires, parle de ce que tu connais. Je pense que c'est ce que tu pourras mieux faire en fait. Et je me suis dit, ah tiens, on peut s'intéresser à ça. Et après, à un moment donné, j'avais oublié cette idée. J'ai commencé à écrire et j'ai tout de suite senti que je savais pas écrire, j'étais bloqué. J'avais des idées, j'avais envie de raconter des choses, je savais pas développer ça, quoi. Et puis, j'ai rencontré Madani, qui avait fait La Ruche à la première édition 2013. Il m'a dit, je lui avais parlé de ça, je lui ai dit, voilà, j'ai envie de raconter des histoires, mais je suis bloqué, tout ça. Il m'a dit, tente La Ruche. Je pense que ça va te débloquer. J'ai dit, non, mais tu comprends pas, en fait, j'arrive pas à écrire, j'ai l'impression qu'il faut qu'on me tienne par la main, et vraiment, et tout. Il m'a dit, mais tente et tu verras. Et donc, avec les conseils de Madani, Ashraf aussi, j'ai postulé en fait à La Ruche. Madani Boussaïd, Ashraf Ajraoui qui t'ont précédé à La Ruche. Et donc, je suis arrivé ici, pas vraiment avec une histoire, avec une idée, en fait, de vouloir raconter, en fait, plus l'idée de raconter l'histoire de l'oncle de Soutane, en fait, d'un homme qui quitte son pays après avoir combattu. Il arrive ici sans papier, sans rien. Et là, dans ce film-là, mutilé. En fait, personne ne s'intéresse à lui. Et en fait, c'est cette histoire que je voulais raconter. Et quand on a commencé à en parler avec mon tuteur Emmanuel Laborie, il m'a dit, mais je pense que tu dois raconter cette histoire du point de vue du gamin. Ça a l'air d'être plus proche de ce que tu as vécu et je pense que ça sera plus facile pour toi de l'écrire. En fait, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Comme ça s'est débloqué, quelque sorte. Débloqué. Ouais. C'était pas simple. Alors, on va vous donner la parole, voilà, sur des questions que vous auriez sur le film que vous avez découvert. On va vite, mais
tu as fait les 6 mois d'écriture avec nous C'est vrai. et Et tu as eu tout de effectivement, suite beaucoup de contacts avec des producteurs. Ça n'a pas marché avec une production. Et c'est vrai que bon, tu m'avais tenu au courant de tout ça, un petit peu désespéré, avec le sentiment, et encore une fois, on a parlé de contrat, par exemple, avec des producteurs, mais vraiment, pour vous, enfin, ça c'est toujours une question. Enfin, c'est un premier film, donc comment ça se passe ensuite avec un producteur? Comment on fait? Et puis, bon, on a peur de faire un mauvais choix, comme si on allait faire. Et justement, la preuve, c'est que tu peux faire un choix et puis finalement rebondir d'une autre manière. Mais on comprend très aisément cette peur que vous pouvez avoir de vous dire on a une chance, là, il ne faut pas la rater. Et, euh, et donc, quand tu m'avais tenu au courant 6 mois après en me disant que ça n'avait pas marché, tu étais plutôt assez déprimé ou défaitiste en disant, avec l'impression que le train était passé. Et c'est là que nous, ce qu'on peut faire, et je l'ai dit aussi, parce qu'on n'a pas encore employé ce mot-là depuis tout à l'heure, mais qu'à la fois on vous accompagne sur un projet d'écriture, mais aussi sur, ça peut paraître secondaire au prime abord, mais je ne crois pas, ça marche ensemble. C'est aussi, et c'est pour ça que ça dure 6 mois, avec des festivals, la possibilité de constituer un premier réseau. Et de fait, bah, nous, on a aussi un réseau qui s'élargit avec tous les producteurs que nous avons sollicités depuis le départ. Chaque année, des producteurs différents. Est-ce que vous accepteriez de lire les projets des auteurs de La Ruche? Alors aujourd'hui, c'est plus facile de convaincre des producteurs de venir les lire, mais enfin, c'est du temps de lire un scénario. Vous en recevez beaucoup, je crois, dans une société de production. Donc, c'est pas simple. Mais en l'occurrence, moi, ce que je pouvais faire à mon niveau, c'est effectivement avec le réseau professionnel, de me dire, tiens, peut-être qu'un tel ou une telle serait intéressé pour lire ton scénario. Donc je pense que j'ai envoyé un petit mot, mais très simple, il faut faire simple, à Bien ou Bien Production, à l'équipe de Zangro, à Zangro, est-ce que vous accepteriez de lire le projet d'un auteur de Vibierson? T'ai donné les contacts et après, tu t'es débrouillé tout seul. Et donc, tu as pu rebondir grâce effectivement euh, à cette nouvelle production. Alors, bon, voilà, je fais vite, mais peut-être que Zandro, tu peux dire, toi, un petit peu, bon, par rapport au Donc, projet de Vibierson et par rapport à ton travail, ouais, effectivement, de juste avant de producteur. dire un mot, parce que c'est marrant, mais Vibir, ça m'a vraiment fait penser au parcours de Maïmouna. Quand tu as dit, il y a Maïmouna qui a eu une phrase magnifique quand elle a reçu le César de maman. Je te laisse, Maïmouna, parler de ta phrase et de ce que ça représentait. Oui, alors c'était sur la scène des Césars. Je venais de recevoir le César et c'est vrai que ma première pensée a été vers ma mère. Donc j'ai exprimé ce qui s'était passé le jour où j'ai annoncé à ma mère que je voulais faire du cinéma. Et la première chose qu'elle m'a dite, c'est ce n'est pas pour nous. Est-ce que tu vois des gens qui te ressemblent? Et c'est vrai que moi, je considère les écrans un peu comme le cinéma, la télévision, un peu comme le miroir du monde finalement. Et j'ai grandi sans vraiment y voir mon reflet. Et je pense que c'est un peu pour ça que moi, ma mère apparemment aussi, n'y croyait pas vraiment. Voilà, petite parenthèse. La différence entre Maïmouna et Vibir, c'est que Maïmouna était venue vers moi avec un film déjà réalisé, avec une somme assez modeste de 5 000 euros. Elle avait fait un film avec HLM, moins que ça. Elle avait fait un petit film avec les moyens du bord, dans lequel j'avais remarqué qu'elle savait diriger les enfants. Ce petit détail qui est quelque chose de très important, de savoir diriger les enfants, ça m'avait tapé dans l'œil et je me suis dit, tiens, est-ce que ça te dit de faire ton premier film professionnel avec un enfant? Parce que tu as des facilités pour diriger les acteurs. Donc ça s'est passé de cette façon-là. Avec Vibir, c'est différent parce que il est arrivé et j'avais pas vu son travail. Alors je m'adresse à des réalisateurs ou à des futurs réalisateurs dans la salle. C'est vrai qu'en tant que producteur, on mise rarement sur quelqu'un dont on n'a pas vu le travail, quelle que soit la qualité du scénario. Est-ce qu'il sait diriger un acteur? Est-ce qu'il sait découper, bon, même s'il peut se faire aider d'un chef opérateur, mais est-ce qu'il a le sens de la direction d'acteur? Est-ce qu'il sait quand ça joue bien ou quand ça joue pas bien? C'est très très difficile de miser, d'appeler un diffuseur, d'appeler France 2, d'appeler France 3, d'appeler Canal+, et de leur dire on va te faire un super film, crois-moi, ce mec-là, il est génial, ben, j'ai rien vu de lui. Donc c'est très difficile cette position. Mais Vibir, c'est le premier, depuis 14 ans que j'ai ma société, c'est le premier talent, parce qu'on les appelle comme ça, les talents,
que je produis sans qu'il ait fait un film auparavant, c'est-à-dire sans que je n'ai absolument rien vu. Mais pourquoi je l'ai fait? D'abord parce qu'il avait fait du casting et ça me semblait intéressant. Je me suis dit, bon, il a été déjà confronté aux comédiens et aux acteurs, ça c'est une première qualité. Et la deuxième, c'est que dès qu'on a commencé un tout petit peu de réécriture sur son court-métrage, qui avait donc été largement travaillé à la ruche, j'ai vu qu'il avait un vrai sens de la mise en scène. Il écrivait avec beaucoup de visualisation. Il visualisait les déplacements des comédiens, il visualisait la séquence comme elle allait se passer sur le tournage. Donc, c'est ces deux aspects qui m'ont fait prendre le risque de me dire on va miser sur lui, on va. Et le scénario, oui, le scénario. Non, mais le scénario, bien sûr, mais le scénario. Moi, souvent, j'ai des réalisateurs qui viennent me voir et qui me disent j'ai un super film. Première question, je lui pose t'as fait quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Un film avec des potes. Envoie, montre-moi ton film. C'est rien, montre-moi. Je veux juste voir un début de quelque chose. Parce que le scénario, c'est bien, mais encore faut-il savoir le mettre en image. Voilà. Alors, on va pas parler en détail du travail du film, malheureusement, nous n'en avons pas le temps, et donc je me tourne vers le public par rapport au film Anouchan que vous avez découvert hier. Merci, bonsoir. Moi, je voudrais juste faire la remarque que vous dites le film, c'est le film de ce garçon, de cet oncle qui arrive en France. Et moi, j'ai vu le film de Anouchan, de l'enfant, qui découvre par lui-même, à qui on n'explique rien, et il fait tout un chemin pour comprendre la réalité, et il arrive à tout déverser, il arrive à tout exprimer de façon très claire. Voilà, c'est son chemin à lui. Et là, je me rends compte que c'est aussi votre chemin à vous, qui est d'apprendre à parler, d'exprimer ce que vous ne saviez pas exprimer au départ, et là, vous y êtes arrivé. Très bien. Voilà, merci. Super, merci beaucoup. Merci. Une question, parce qu'il y a certainement une part de réalité, d'histoire familiale qui inspire le scénario, puisque justement ça a été évoqué. Et donc, parfois, c'est difficile de se détacher de certains éléments de cette histoire-là pour suivre le cours du scénario qui doit fonctionner. Donc, comment s'est opéré ce choix? Justement, il y a eu les séances d'écriture ici, pour que l'histoire qui a un point de départ soit pas forcément exactement celle qui est racontée. D'ailleurs, ça pourrait presque s'appliquer à tous les films qui sont là, mais comment ça s'est passé, ce travail d'écriture entre la réalité originelle et le film final? Je pense que c'est le temps, en fait. Quand je suis arrivé ici, j'étais un peu braqué avec mon histoire. Je voulais que tout se passe exactement comme j'avais imaginé, en fait, ce que j'avais vu. Et en fait, dès le début, là, je me rends compte que le film terminé, c'était quelque chose que les intervenants m'avaient suggéré dès le début, mais je suis jamais allé dans ce sens-là. J'avais écrit un truc et je suis resté longtemps avec cette idée. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai compris. En fait, ça m'a pris du temps de comprendre ce que c'est un scénario. C'est pas juste raconter ce qu'on a vécu, c'est pour des spectateurs, pour qu'ils puissent suivre du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est plus le temps, je pense, qui m'a fait comprendre ça. Et c'est grâce à ce temps, en fait, j'ai mis 5 ans à le faire. Et c'est à ce moment-là que je me suis détaché de plein de choses. Sinon, dès qu'on me disait de changer un mot, je me braquais, je parlais plus. Ouais. Oui, c'est vrai. T'es arrivé un peu plus tard. Moi, le portrait qu'il dépeint, je ne l'ai pas connu comme ça, hein, fort heureusement. Je ne sais pas de qui tu parles, parce que moi, je l'ai trouvé hyper souple, hyper à l'écoute. Et c'est vrai, autant que Maïmouna, que Vibir, travailler avec des auteurs comme ça, c'est magnifique, parce qu'ils sont ce qu'on appelle dans notre jargon de producteur team player, c'est-à-dire qu'ils jouent en équipe. L'équipe, c'est la production, les acteurs, l'équipe technique, le réalisateur. On joue tous ensemble, et c'est comme ça que se font des belles œuvres. Bonjour, merci pour le film. J'étais assez frappé par le plan drone au milieu du film à peu près, qui m'a fait penser aux Misérables de la Djeli. Et en fait, c'était assez visuel, enfin c'était très, très, très beau et très composé. Et en même temps, ça revenait pas. Alors du coup, je me demandais si c'était la trace d'une autre partie de l'écriture qui avait été finalement
ramené à ce plan ou enfin, quelle était votre intention pour, ce plan? Qu'est-ce que vous vouliez exprimer avec? Voilà. Merci. C'était pas écrit, en fait. C'est au découpage technique, le chef op qui m'a suggéré ce plan. Et en plus, je pense, enfin, on s'était dit on n'aurait pas le temps de le faire d'ailleurs. Et puis enfin, ça vient du chef opérateur. Il m'a dit à un moment donné, je pense que il faudra souffler, il faut ce genre de plan, quoi. Et après, au montage, c'est la monteuse qui a proposé cet effet un peu clipesque par rapport au thème du film, le rap et tout ça. Merci Vibierson. On va passer au film de Camille Dumortier, Maison Blanche, qui clôturait le programme. Donc Camille, vous étiez ensemble avec Vibierson dans la même promo avec entre guillemets en 2018. Donc c'était assez beau de vous voir dans la même projection voilà, à Jindou, 5 ans après. Toi, tu nous dis un petit peu ton parcours qui passait par la ruche. Moi, j'ai pas du tout fait d'études. Ça marche. Ouais, voilà, ça marche. J'ai pas passé mon bac. Enfin, bon, bref, j'ai arrêté le lycée. Et je faisais un peu... Enfin, j'ai toujours voulu faire des films. Donc, je faisais des films un peu dans mon coin. Enfin, les films qu'on appelle sauvages ou pirates. Enfin, il y a plein de noms à ces films-là. Mais je savais pas comment les diffuser. Enfin, je savais pas trop comment faire. Enfin, j'essayais de regarder un peu sur Internet après. Donc, je regardais sur des forums comment écrire un scénario. Et finalement, j'ai découvert La Ruche, qui acceptait des profils autodidactes. Il avait écrit Le goût des autres. Moi, je me suis dit, ah, trop bien. Et ensuite, j'ai commencé à écrire pour le dossier et j'ai été prise à La Ruche. Et à partir de là, ça m'a vraiment... je pense que sans La Ruche, j'aurais jamais fait des films. Enfin, en tout cas, je les aurais fait pour moi. Mais bon, le but d'un film, c'est quand même de les montrer à un public, quoi. Et voilà. Et ce scénario, il a été beaucoup remanié. Et au début, je me suis dit à un moment que Pardon, j'ai la voix cassée. Hein, je me suis fait piquer partout. Enfin bref, pas me plaindre, raconter ma vie. Non, mais... Pardon. Voilà, en fait, je me suis dit à un moment, peut-être je vais faire un documentaire. Bon, finalement, j'ai fait une fiction et j'ai été très bien accompagnée et j'étais très émue de le montrer à Jindou. Après, je crois que dans ce que tu exprimes là, et c'est aussi, je suis pas sûr que pareil, on n'a pas employé le mot encore, mais cette question de l'isolement de l'auteur, qui plus est quand t'es pas dans une école, quand t'es pas, voilà, c'est un petit peu ça, je trouve que tu t'exprimes. Et donc, comment tu te relis effectivement au réseau professionnel en vue, effectivement, de pouvoir avoir des moyens de faire des films. T'as connu aussi cette expérience pas facile de production, puisque tu es parti d'abord avec une première production avec laquelle vous avez travaillé, et notamment en écriture, puisque c'est important pour nous aussi, les auteurs qu'on accompagne, c'est vrai qu'on prend du temps, il y a 3 temps de résidence, mais bien entendu que l'écriture, elle s'arrête jamais. S'arrête pas le dernier jour, la dernière heure de la ruche. Mais ça, parfois, il faut le faire comprendre. Hein, Oui, on peut appeler à toute à... heure du jour et de la nuit. Ça m'est arrivé d'appeler Sébastien à 22h lors d'une crise d'angoisse par rapport à l'avenir de mon film, qui avait une oreille complaisante. Mais je dirais que par rapport à... Parce que sans en dire trop, mais dans ton cas, Camille, je sais aussi qu'il y a la question de, par exemple, la rencontre avec des producteurs. Pour toi, c'était compliqué, au sens des codes, je dirais. Comment, effectivement, on se présente à un producteur, comment on défend son projet avec le stress que ça représente. Bon, ça aussi, c'est un apprentissage peut-être qui se fait avec le temps. Je me souviens que tu étais dans tous tes états les premières fois. Pleurer, je crois. Les premières fois que tu as parlé à des producteurs. Ce qui peut paraître un peu insensé, mais non, parce que c'est de l'humain et c'est beaucoup de choses qu'on met aussi dans son projet d'écriture, dans son scénario. Et oui, on y met sa vie en fait. Et ça ne veut pas dire autobiographique, mais on y met sa vie, on y met ses tripes, on y met tout ça. Donc c'est vrai, Camille, t'es passé
par ces moments oui, qui t'ont beaucoup, beaucoup angoissé. Et nous, la rencontre encore une fois, qu'on propose à des producteurs, justement, là, on se dit, bon, il faut être exigeant, mais bienveillant. Il faut mettre dans un cadre assez protecteur. Alors certes, mais peut-être que c'est pas une bonne idée, hein, parce que la suite, la réalité du métier est peut-être voilà, beaucoup plus dure et intraitable. Mais on essaye de faire les choses comme ça, et il n'empêche que c'est jamais simple. C'est jamais simple quand c'est la première. Voilà. Alors, ce film, c'est Maison Blanche, qui a néanmoins eu son parcours de production, ça veut dire aussi de financement. Ça prend 5 ans pour le film que vous avez vu. Alors, je me retourne vers vous. Vous avez peut-être des réactions, quelques questions à poser à Camille sur ce film. Là, il y a un doigt qui se lève tout en haut. Bonjour. Je voulais juste dire que moi j'avais l'impression qu'on voit pas vraiment qu'il est bipolaire. Je voyais pas dans le court-métrage le moment où on comprenait qu'il était bipolaire. Oui, OK. Oui, en fait, j'ai pas voulu, en fait, que ce soit très clair. Enfin, c'est-à-dire que c'était pas, ça marchait par, enfin, voilà, indice. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, mais enfin, qu'on ressentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas, un peu comme sa sœur, mais je voulais pas, je sais pas, que ce soit très clair parce que c'est une maladie qui est pas évidente à forcément tout de suite voir. Enfin, c'est pas écrit sur sa tête qu'il est bipolaire. C'est une maladie qui est dite invisible, et j'avais pas envie de amener le spectateur directement vers cette évidence-là. Et je voulais qu'il épouse aussi le regard de la petite sœur sur son frère, qu'on peut voir comme des excentricités. Et après, voilà, enfin, je sais pas, voilà, par rapport à j'ai beaucoup travaillé avec le comédien sur la manière dont il parlait. Il parlait très vite comme ça, avec des ruptures de rythme au niveau de la parole. Et donc, il y a plein de petits moments où on peut se dire que quelque chose ne va pas bien, quoi. Mais effectivement, il y a l'histoire de la poubelle avec les médicaments. Mais je sais pas si j'ai répondu à la question. Il y a une autre personne qui... Si, je crois que tu as bien répondu. Et c'est vrai que la question qui est posée, c'est bon, dans quelle mesure, toi, en tant que spectateur, ça t'a finalement gêné dans le film, à sa compréhension ou pas? Moi, je trouve ça intéressant que quand on sort d'un film, parfois ça s'éclaire rétrospectivement et qu'on ne te tienne pas par la main en te disant alors là, il est malade. Voilà, il est malade et tu le sais, et en fait c'est écrit sur sa tête, et puis il est complètement... Moi, il y avait des producteurs par exemple qui me disaient on voit pas qu'il est fou. Je sais là, mais en fait c'est pas une maladie. Enfin voilà, la maladie pour moi, je sais pas, c'est peut-être, enfin c'est pas aussi évident, et je trouvais ça intéressant que parfois on se pose des questions. Donc il y a des personnes qui ont plus ou moins effectivement l'expérience de la maladie, enfin de cette maladie en tout cas psychiatrique, qui le voient plutôt tôt ou tard quand ils voient le film, quoi. Et il y en a comme toi pour qui ça s'éclaire certainement rétrospectivement à la fin quand il est à la Maison Blanche, quoi, à Maison Blanche. Et du coup, je trouvais ça voilà, intéressant. Après, je voulais pas non plus faire un film badaboum où à la fin, en fait, il est malade. Mais voilà. Pardon. Ici, une question. Moi, je voulais revenir sur une phrase dans le film qui m'a beaucoup interpellé. C'est un des enfants ou une enfant, je sais plus, qui dit à la petite fille, ton frère, en fait, il est pas réalisateur, il est fou. Et je voulais savoir quel regard toi tu portais à cette phrase. Est-ce que tu as l'impression de faire un métier de fou? Est-ce qu'il faut être fou pour être réalisateur? Un peu. Moi, je pense que je suis folle, mais non, mais oui, je pense qu'on doit être un peu fou, folle. Après, bon, ce terme, j'ai l'impression qu'on est tous un peu fous. Mais oui, je pense que ouais, faut être un peu taré pour attendre 5 ans pour, enfin, je sais pas, être tout le temps dans la demande. Enfin, je sais pas, c'est un peu difficile. Ouais, je sais pas. Bon, ma réponse n'est pas claire, mais c'est la réponse d'une folle, quoi. Donc, voilà. Il y a une main qui se lève. Oui, bonsoir. Il y a 2 petites choses que je voudrais, moitié question, moitié observation. J'ai l'impression que la petite sœur, à la fin,
elle a la sensation d'être la béquille, d'être le soignant, d'être celle qui prend soin. Alors est-ce que ça advient le long du film? Moi, j'ai l'impression que c'est à la fin qu'elle en prend conscience, mais déjà pendant tout le film, pour lui, elle est vraiment un pilier. Alors voilà, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'à la fin, quand ils sont sur les voies de chemin de fer, est-ce que il est attaqué, enfin est-ce qu'il est poursuivi par les flics pour la raison qu'il y a une caméra de surveillance l'a vu en train de faire un geste qui est mal compris? Est-ce que, enfin, c'est l'histoire que je me suis racontée moi. Bah, c'est bien, hein. Enfin, chacun peut se raconter son histoire en vrai, hein. Enfin, je veux dire, Bon. ça peut être une possibilité, ouais. Bon, ok. Non, non, mais continuez, pardon. Enfin, pardon. Oui, non, mais voilà, il lui ferme son blouson ou quelque chose Oui. comme ça, et après il va boucher la caméra, Ouais. comme s'il avait compris qu'on pouvait avoir un regard sur lui, Mmh. comme une agression vers un enfant. Voilà, c'est ce que j'ai imaginé, mais c'est peut-être Bah, pas dans le vous avez scénario. bien imaginé. Je pense que ça, c'était ce que. Je pense que c'est ça, ouais. Est-ce C'est que- mon film, mais je est-ce me que- souviens plus. Non, je plaisante. Ouais. Non. Ouais, une question. Ouais, bonjour Kémy, donc moi j'ai adoré ton film, j'ai surtout été impressionnée par le jeu de la petite fille et je voulais savoir comment ça s'est passé pour le casting et comment tu as su la diriger. Merci. Ben, cette petite fille, voilà, enfin, ça a été assez compliqué le casting parce qu'il y avait des enfants qui comprenaient pas la différence forcément entre fiction et réalité. Et donc, lors des essais, parfois, quand on faisait des essais avec le comédien, du coup, enfin, un des comédiens potentiels pour jouer le frère, elle se mettait parfois à être au bord de pleurer, quoi. Donc, je voulais une petite fille qui puisse parler d'égal à égal avec les adultes. Et c'était le cas de cet enfant. Et aussi, je voulais pas de coach enfant. Je sais que parfois dans les films, il y a des coachs enfants et moi, je voulais absolument pas de coach enfant parce que je pense que ça aurait un peu gêné enfin, par rapport à ce duo. Et je voulais que le frère et la sœur enfin, soient très proches et que ce soit un peu son référent comme dans le film, comme dans le tournage. Et qu'il n'y ait pas plein de personnes qui viennent lui parler. Et je pense que... Enfin, c'est pour ça que le duo fonctionne. Et la petite fille, bah, on a beaucoup répété avant et voilà, je pense que c'est ça. Et ouais. Et le regard caméra à la fin? Le regard caméra, en fait, c'était pour parler de la possibilité de la contagion du cinéma. Et en fait, je me disais que le regard caméra, ça pouvait être interprété comme la petite fille qui dit vous avez vu, j'ai menti ou j'ai bien joué devant les autres aussi pour se protéger et protéger son frère du coup des autres qui renvoient un peu enfin la honte, quoi, enfin qui est sur son histoire et aussi par rapport à la possibilité de transmission. Son frère, il lui a transmis le cinéma et j'aimais bien que le regard caméra questionne un peu le spectateur sur le film et que le spectateur se pose des questions après. C'est pour ça que parfois je dis je réponds pas, etc. C'est un peu chiant, mais parce que voilà, j'aime bien que le spectateur, enfin quand elle le regarde, quoi, bah il se pose ces questions-là et il trouve ses réponses ou pas, ou sur internet ou non, voilà. Même chose, beaucoup de choses à dire sur Maison Blanche. Merci Camille pour ce film. Bah, merci encore à La Ruche. Hein, parce que... Alors, moi j'aimerais, si tu veux bien, Maïmouna, on va pas refaire l'histoire de maman, je pense. Vous Par pouvez contre, pour le coup trouver plein de choses sur Internet. Par contre, on va essayer de boucler cette discussion, alors peut-être voilà, de manière un peu rapide, mais sur justement ces deux mots qu'on a employés depuis tout à l'heure. Enfin bon, tu en as parlé, cette question d'un cinéma qui reflète la société, dans laquelle qui puisse représenter la diversité
que nous sommes. J'en ai parlé au début pour dire dans quel contexte, dans quel état d'esprit on avait créé ce dispositif. On est 10 ans après, où on en est, je dirais, sur le front. Cette question de la représentativité de toutes les couches toutes les couches sociales dans le cinéma français. Est-ce que ça, on peut considérer qu'on a, je pense, progressé, mais peut-être que, avec la question de l'émergence, qui est tout ce qu'on a détaillé là, différents aspects de cet accès au métier, de cette professionnalisation, ce long parcours du combattant, comment vous voyez les choses. Et je voudrais peut-être que nous rejoignent du coup une autrice, un auteur, ça va être rapide, mais Ashraf Ajraoui, si tu veux nous rejoindre. Ashraf, tu présenteras La Sirène se marie, ton nouveau film, samedi après-midi. Toi, tu as fait La Ruche en 2016. Je viens voir aussi un petit peu ta contribution, et peut-être demander aussi à Myriam Baya Arfaoui, qui est toulousaine. Et Myriam Baya, toi, c'est plus récent, ta participation à La Ruche. Il y a plein de films en devenir, mais j'ajoute une chose. Alors, c'est vrai que Zangro, toi, tu es à Bordeaux depuis enfin, tu as grandi, tu as fait tout un parcours, et tu es encore avec Bien ou Bien Production. Toi, Myriam Baya, tu es à Toulouse. Et c'est vrai que c'est pour ça que je t'ai posé la question, Séverine. Toi, tu étais à Lille. Et je pense qu'il y a aussi cette question un petit peu de la géographie, des territoires, de la centralisation de ce secteur du cinéma, et que ce n'est pas simple. Peut-être, hypothèse, mais enfin, dans la question il y a un peu la réponse, d'être à Toulouse, c'est peut-être un petit peu moins simple que d'être à Paris pour s'engager dans ces métiers. Je voulais avoir aussi un petit peu votre avis là-dessus. Peut-être, Ashraf, sur ces questions de... Il me paraît plus évident que... D'abord, bonjour à tous. Il me paraît plus évident qu'être à Paris, ça aide. D'être sur place, parce qu'il y a énormément de festivals, il y a énormément d'événements, et que c'est un peu là où ça se passe. Néanmoins, une fois qu'on a un producteur, quand on est auteur, autrice, et qu'on a un producteur, on peut écrire en province. Toi, tu as fait il y a longtemps ton voyage dans ta région d'origine à Paris sur cette question d'émergence, diversité. Ça te parle? Qu'est-ce que tu peux en dire par rapport à ta propre expérience, où là tu vas nous présenter ton deuxième film. Dans les deux cas, des films où qui ont eu des productions, mais des productions dans lesquelles tu as dû aussi toi-même t'impliquer, d'ailleurs, pas mal dans ce travail. Est-ce que tu peux un peu partager? Alors, sur la diversité, évidemment, on ne peut pas nier que oui, il y a du progrès, mais c'est lent. Qu'est-ce que c'est lent? Voilà, on ne peut pas le nier. Oui, on voit plus de nouveaux récits, des auteurs qui viennent d'ailleurs, qui sortent un peu des sentiers battus. Oui, il y a une évolution, mais je trouve ça encore un peu timide. Mais c'est grâce à des dispositifs comme La Ruche, Talent en cours, qui a des auteurs qui viennent un peu de partout de la France, et qui cochent pas toutes les cases de ces grandes écoles, justement. Et je pense que je sais pas, j'ai le sentiment qu'il y a une nouvelle vague qui arrive, quoi, de jeunes auteurs et autrices. On le voit chaque année avec les jeunes de La Ruche. On s'écrit, on se connaît pas, on parle, et j'ai le sentiment qu'on est tous motivés par une envie de renouveau, et d'essayer de faire du cinéma qui est un peu plus en corrélation avec ce que nous on voit. Malheureusement, quand on est d'origine d'ailleurs, ou en tout cas quand on vient de milieux modestes ou populaires, moi je suis désolé, mais 99% du temps, quand je regarde la fiction, je parle même pas des médias, parce que voilà, mais quand je regarde la fiction française, souvent il y a un gap énorme entre ce que je vois. Et à un moment, je sais plus, ça a été une longue discussion, mais on parlait aussi du désir et tout ça. Et oui, c'est des métiers qui sont longs, et forcément, c'est tellement long qu'à un moment, on se pose la question de se dire, mais pourquoi je veux faire ce film? Et par extension, pourquoi je veux faire du cinéma? Et j'ai pas toutes les réponses, mais en tout cas, moi, je sais que ce qui me motive, si ça avait été que moi et mon plaisir de fabriquer des films et de me faire plaisir avec des belles images, je pense que j'aurais lâché l'affaire, parce que c'est quand même très dur.
Mais voilà, j'ai le sentiment d'être animé par l'envie de raconter, de décaler un peu le regard sur là d'où je viens, sur les personnages qui me ressemblent. Enfin, essayer de raconter des histoires avec des personnages qui sont proches de ce que je connais et tenter de leur rendre justice et de faire ma petite modeste part pour participer au changement que j'aimerais plus voir dans les écrans et dans la fiction. Voilà. Je suis parti un peu en freestyle, mais j'avais beaucoup de choses à dire. Voilà. Myriam Maya. Tu peux répéter la question? Euh, La diversité cinéma, c'est ça? ouais, qu'est-ce que tu penses de ces mots? Oui, ouf, ce que j'en pense. Mais justement, non, mais ouais. c'est. Ça se révèle. Bah, moi, déjà, j'ai la chance, je sais pas, d'être née en cochant quasi toutes les cases de Gwyn, quartier populaire, immigration maghrébine. Enfin voilà. Donc en fait, il n'y a aucun endroit dans le monde qui a été destiné et dessiné pour moi. Il n'y avait rien qui m'appelait à être assise ici aujourd'hui. Je pense un truc un peu comme ça. Et puis en plus, je suis de province et moi, je tiens à rester à Toulouse et je tiens à rester dans mon quartier. Et je me suis toujours dit que s'il fallait faire du cinéma ailleurs, bah, je ferais pas de cinéma et je trouverais un autre médium pour faire. Mais oui, après, oui, évidemment, c'est pas facile à plein d'endroits, mais je pense qu'il y a 3 choses aujourd'hui qui m'animent. J'essaye d'être. Je tremble un petit peu parce que je suis assez intimidée en réalité. La première, c'est, je pense qu'on ne parle pas aussi, bah, tu vois ce que tu dis par exemple de ce qu'on voit à l'écran, 99%, c'est pas nos réalités, etc. C'est comment ce qu'il y a du coup dans ces films, le fait de ne pas voir nos histoires, comment ça va entretenir et actualiser la honte qu'on ressent de nous-mêmes et des endroits d'où on vient, etc. Et comment du coup, après ça, c'est encore plus difficile d'accéder à ce sentiment de légitimité à faire, à se raconter, à dire comment nos existences, elles arrêtent d'être honteuses à un moment donné, comment elles arrêtent aussi d'être individuelles, en fait, quand on commence à les collectiviser et à sentir qu'en fait, ah ça, tiens, tu fais un film, ça me répond, ça te répond, etc. Bah, d'un coup, on n'est plus tout seul aussi isolé, pas juste dans son activité de cinéaste, mais également dans sa honte et dans toutes les choses qui nous traversent au quotidien. Je pense que le deuxième truc qu'il y a, c'est la question des images. Moi, j'ai un grand truc avec la mémoire et les archives. En fait, j'ai pas envie que dans 100 ans, les gens qui regardent le cinéma se disent qu'il n'y a que Paris qui a existé, qu'il n'y a que les rues parisiennes qui ont existé. C'est pas vrai. Mes bâtiments ont existé, mon quartier a existé, ma ville a existé, la brique rouge a existé. Enfin, je viens de Toulouse, du coup, la brique, tout ça, tout ça. Mais faire du cinéma, c'est aussi laisser une archive visuelle de ce qu'a été le monde à un moment donné, puisqu'en plus, il se transforme très vite et encore de plus en plus vite et beaucoup plus vite suivant les endroits d'où on vient. Enfin, moi, je viens d'un quartier en 10 ans. Il a strictement rien à voir avec celui qu'ont connu mes grands-parents, par exemple, qui sont arrivés dans les années 80. Et le troisième truc, c'est un peu moi, je pense, je sais pas, je me sens un peu comme un VRP ou un prosélyte à cet endroit, c'est que quand on se rencontre dans des endroits comme la Ruche, etc., moi, je tiens à ce qu'on continue. Enfin, en fait, on est notre premier réseau. Moi, presque, quand la Ruche nous fait rencontrer des productrices, etc., c'est presque le deuxième pas. Le premier, il est de se connecter avec des personnes avec qui, à l'intérieur, ça bouge un peu pareil, un peu au même rythme, et puis se donner la force. C'est parce que je sais que moi, par exemple, j'aurais pas postulé à la Ruche si je savais pas que Maïmouna avait fait la Ruche avant, parce que j'étais très bon, bref. Je ferai des éloges après. Et de la même manière, moi, j'ai envie aussi d'être un espèce de passeur d'espoir à celles et ceux qui viendront après. Et voilà, moi, je crois pas à la réussite individuelle. Donc, évidemment, diversité, je le prends au sens de, en fait, on va y aller tous ensemble comme un raz-de-marée. Voilà. Eh bien, merci. Mais je retourne quand même la question. Parce qu'en fait, moi, en pensant à ça, je me suis dit, mais alors, je dis vous, public, mais bon, parmi vous, il y a des gens qui pourraient être là aussi avec nous, parce que ce sont des créateurs, des scénaristes et tout ça. Mais vous, public, est-ce que c'est des questions que vous vous posez à l'endroit où vous êtes, de cette diversité ou pas? Alors, c'est peut-être pas le bon endroit aussi pour le poser parce qu'on est à Jindou et qu'effectivement, à Jindou, la programmation, par définition, elle est très diverse, sans frontières, et c'est un petit peu, voilà, comme d'autres, hein, mais c'est un peu la marque de, des sélections, des programmations qu'on vous propose depuis toujours. Mais est-ce que c'est une question pareille est-ce que c'est une question pour le public, finalement, cette question de diversité? Est-ce que là, vous avez l'impression de
voilà, de prendre conscience d'un problème que vous ignoriez ou que vous ne ressentez pas de la même façon? Moi, c'est une question que je vous pose, en fait. Oui, madame? Oui, bien sûr, hein. Surtout, bon, moi, en premier lieu, je me suis toujours posé question des femmes qui n'étaient pas présentes dans la réalisation, bien sûr, et des femmes actrices, comme elles étaient regardées. Ça, déjà, c'est la première des diversités, puisque un homme sur deux est une femme, hein. Et ensuite, effectivement, moi, je suis choquée du fait de l'absence de la diversité dans les médias. On en a parlé tout à l'heure. Enfin, vous avez dit, j'en parle pas justement, et le cinéma. Et je vais vous dire une chose qui me choque aussi, c'est que la plupart des blancs ne réalisent pas effectivement qu'il y a un problème. Dire ah bon, oui, mais il y a de plus en plus de noirs qui sont là, les films américains, il y a beaucoup de noirs. Et voilà, en fait, les gens, beaucoup de blancs ne réalisent pas que c'est quand même un trou, un gap. Mais sachant qu'effectivement, on voudrait se débarrasser de ces questionnements, puisque finalement, vous avez d'abord des histoires à raconter, à partager, et que c'est d'abord ça qui nous relie au-delà de ces questions. Et en même temps, il faut avoir, je pense, effectivement, une démarche volontariste encore un moment sur ces fronts-là. Je dirais, Maïmouna, est-ce que tu peux nous partager peut-être un petit peu ton regard sur ces questions après 10 années de riche parcours, puisqu'effectivement, tu as fait un court-métrage, puis bon, voilà, trajectoire avec le passage au long-métrage est encore une autre aventure. Tu as fait vite. Mais voilà, ton regard un petit peu sur ces questions. Moi, je pense qu'il y a 2 facteurs en fait qui peuvent entrer en jeu. Le premier facteur, ce sont les croyances limitantes, celles qui nous fixent à un point et qui nous disent tu ne peux pas, ce n'est pas pour toi. Je le disais tout à l'heure, hein, cette croyance qui me disait que cet univers ne m'était pas destiné, que c'était impossible, et qui est un peu comme ça alimentée par une peur qui nous empêche finalement d'avancer et de se réaliser, de réaliser son rêve. Et puis, l'autre facteur, c'est les opportunités. Donc, c'est pour ça que je trouve ça génial, tous ces dispositifs qui existent aujourd'hui. Tout à l'heure, en gros, donc en tant que producteur, ce qu'il expliquait, c'est ce qu'il disait, hein, que c'est difficile de produire des réalisateurs qui n'ont jamais rien fait, n'avoir jamais rien vu. Aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des dispositifs qui permettent à des jeunes talents qui en ont envie de faire des films avec un téléphone portable. Donc ça, je trouve ça génial. Il y a énormément d'opportunités qui existent. Évidemment, La Ruche, Talencourt, on en a parlé, Mobile Film Festival, Nikon Film Festival. Moi, j'ai participé à un dispositif, c'était un concours de scénario qui s'appelle HLM sur cours. Donc voilà, le but c'était de parler des HLM, enfin de raconter une histoire dans le cadre d'un HLM. Étant donné que j'y ai grandi, j'avais plein de choses à raconter. Et c'est comme ça que finalement, j'ai osé, je me suis lancée. Donc vraiment, moi j'encourage, c'est intéressant ce que tu disais sur cette espèce de passage de relais. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. J'ai eu la chance aussi de faire des rencontres incroyables, d'oser poser la question, de rencontrer d'autres réalisatrices, réalisateurs, producteurs et leur poser des questions sur voilà, des doutes, des interrogations que j'avais, etc. Et aujourd'hui, après 10 ans d'expérience, ce qui est pour moi une toute petite expérience, j'avance encore, j'ai encore plein de choses à raconter. Je suis aussi dans cette phase de passation, de transmission. Je continue voilà, à m'alimenter d'autres personnes et je transmets aussi à des personnes, on va dire, plus émergentes, en tout cas qui démarrent. Et voilà, je crois beaucoup à cette solidarité en tant qu'artiste de l'image, quoi. Petite chose qu'on n'a pas évoquée, enfin, on évoque nos dispositifs, mais nos dispositifs, ils sont aidés. Il y a des financements publics. Donc les institutions ne sont pas sans rien faire, loin de là. Je les ai énumérés hier, hein, je vais pas le redire, mais ouais, vas-y. C'est intéressant cette histoire enfin, en tout cas, parfois de contraintes qu'il faut transformer en avantages, mais un travail qui a été fait avec Vibirson ou avec Maïmouna, et c'est ça, je trouve, la difficulté de notre métier,
c'est que, comme tu disais, Ashraf, il faut la sincérité, parce que sinon on ne tient pas sur la longueur. Si ce n'est pas un film qui nous tient, on ne tient pas sur la longueur. Donc il faut de la sincérité. Et en même temps, le cinéma, c'est entre l'art et l'industrie. Alors Maïmouna me dit souvent, je prends l'art, je te laisse l'industrie. Mais la vérité, c'est qu'il faut avoir un grand écart et un pied dans les deux. Et que souvent je dis, le talent ne suffit pas, il faut la stratégie. C'est-à-dire que la stratégie, c'est connaître quelques chiffres. France Télé, ils reçoivent environ 1300 scénarios par an. Ils en produisent, ils en diffusent 35. Quel film on va faire pour marquer les esprits? L'interrogation sur le pitch, avec Maïmouna, quand elle s'est lancée dans Maman, elle a mis 2 mois. Après, ça s'est écrit vite avec La Russe. Tout est allé très vite. Mais c'est quoi la bonne idée? C'est quoi le truc original où tu fais que, boum, ah, tiens, ça, j'ai envie de le voir. Vibir, pareil. Quand tu m'as dit, c'est comme ça que tu me l'as pitché, tu m'as dit, ben moi, j'ai toujours reçu des gens dans ma chambre, des étrangers qui sont venus dans ma chambre. Il y en a même qui ont accouché. Je dis, quoi? Des femmes qui ont accouché dans ta chambre pendant... Et là, je me suis dit, ah ouais, ça c'est intéressant. Ça, je peux le vendre comme ça, je vais en parler comme ça. Donc, ce que je trouve, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être dans la sincérité et en même temps dans l'aspect marketing, stratégique. Je sais que c'est des gros mots pour beaucoup de gens, mais surtout en court-métrage. Mais si on veut sortir du court-métrage et après aller plus loin, si on ne prend pas le marketing, si on ne prend pas la stratégie, si on ne prend pas la connaissance de l'industrie, on va droit dans le mur. Je ne sais pas si ça correspond à ce qu'on s'est dit, mais je pense que c'était important de vous le dire. Ouais, c'est un point de vue de producteur, mais important à entendre. On va devoir... Est-ce que, Noémie, tu veux ajouter quelque chose du point de vue de... Tu travailles pour l'agence cinéma Alca Nouvelle-Aquitaine, qui a un fonds d'aide, enfin qui gère un fonds d'aide. Devant, juste peut-être le micro, sur... Il y avait juste une question derrière encore. Ouais, alors juste Noémie, et puis une dernière question, et puis après, il faut qu'on... Oui, parce faut qu'on qu'on laissera laisse la place au réalisateur, parce que c'est très bien justement de... En fait, ce que je trouve intéressant dans tous ces dispositifs, donc nous, effectivement, on est une collectivité, une institution, donc les régions aident le cinéma audiovisuel depuis plus de 30 ans maintenant en France, en lien beaucoup avec le CNC. Alors bien sûr, Zangro, c'est une industrie, mais il y a la question aussi, je crois vraiment, de l'endroit où on peut laisser une diversité, une liberté, en tout cas des choses à devenir. Et ce qui est très important dans les dispositifs d'accompagnement qui sont ailleurs que les endroits des aides, justement, et qui peuvent être avant ou à côté, et c'est aussi beaucoup là-dessus qu'on travaille, c'est qu'il y a des endroits où on peut commencer, continuer d'ailleurs, hein, parce qu'il y a émergé, mais il y a aussi continuer à faire des films, parce que après le premier, il y a les autres. Et donc, je pense que c'est très important aussi d'avoir des endroits et des lieux où on peut se parler, où on peut faire réseau, on peut s'écouter et où on peut peut-être rêver avant oui, d'aller chercher des financements et peut-être de savoir comment faire les films. Il y a plein de façons de faire de films aussi. Et je trouve que la question de la diversité, c'est beaucoup la question de la liberté aussi et du collectif. Et je trouvais très intéressant que tu reviennes sur ça, sur la question du collectif. Et ce qui est important dans cette notion de diversité, c'est justement que c'est diversifié à ces endroits-là aussi, de comment on fait et comment on finance les films. Et je crois que ça, c'est aujourd'hui très important de continuer à le tenir et à le faire. Voilà. Alors, peut-être merci. Et une toute dernière et très courte, parce qu'après, il faudra qu'on laisse. Oui, pour moi, je suis de Bordeaux, et c'est pas une question. Je vis à Jindou et je vois toutes les pépites que je peux voir ici, et puis c'est très compliqué de voir ce genre de film sur Bordeaux. On est obligé d'aller à l'Utopia ou après le cinéma d'arrêt d'essai de mon village, où il y a 1000 personnes, mais je trouve qu'au niveau de la distribution, pour voir tout ça, c'est vraiment très très compliqué, quoi. Voilà, c'est tout. On va conclure avec... Non, pas pour conclure, juste... Si, mais... Ah oui, d'accord, je conclue. Mais vas-y, Non, bah... vas-y. Non, mais c'est juste rapidement, non, mais c'est... Voilà, je suis très heureuse d'être à cette table ronde. Mais c'est juste, ce que je veux dire, c'est que moi, je dis souvent, j'ai l'impression que la diversité, c'est un nouveau genre, en fait, du cinéma français. Il y a la comédie, il y a de la science-fiction, il y a le genre diversité. Donc ça peut être un film, des films complètement différents à des années-lumière, et ils vont entrer dans la même catégorie. Donc j'espère juste qu'on utilise ce mot-là aujourd'hui pour avancer, pour en parler. Voilà, c'est un mot comme ça, comme une sorte de case dans laquelle j'ai absolument pas envie d'être, en fait.
J'accepte qu'on l'utilise pour faire avancer les choses et j'espère que la prochaine fois, on fera une table ronde, mais qu'on n'aura plus besoin en fait de l'utiliser ce mot, qu'on sera juste des réalisateurs émergents du cinéma français. Point. C'était bien l'objet. C'était bien l'objet de cet échange de poser la question en se disant bon, où on en est sur le front, mais peut-être, imaginons que dans 10 ans on se retrouve là pour la suite de l'histoire avec un autre intitulé. Merci à tout le monde et merci à vous.